Supposons que l'humanité soit confrontée à une énorme menace venue de l'espace. Une pieuvre géante arrive dans notre système solaire et mange Vénus, Mars, la Terre et toutes les autres planètes à l'exception de Saturne. Nous décidons donc d'aller nous installer sur cette planète aux anneaux gigantesques. Par chance, nous disposons déjà de la technologie nécessaire à un tel voyage. Nous embarquons dans nos vaisseaux géants et décollons vers Saturne. Vivre sur la planète elle-même est impossible, car elle n'a pas de sol à proprement parler. Nos vaisseaux ne pourraient pas y atterrir. Saturne est une boule de gaz géante 9 fois plus large que la Terre. À titre de comparaison, visualise une pièce de 5 centimes à côté d'une balle de baseball. En outre, son atmosphère se compose essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Essayant d'atterrir, nous n'atteindrions jamais la terre ferme. Et plus nous nous enfoncerions, plus la pression augmenterait, nous réduisant finalement en miettes. Il ne nous resterait donc qu'une seule option, les fameux anneaux. Des particules de glace et de roches de différentes tailles qui tournent autour de la planète à une vitesse phénoménale. Il s'agissait à l'origine de comètes que la gravité de Saturne aura fait dévier de leur trajectoire avant de les broyer. En s'accumulant, ces fragments sont ensuite venus former les anneaux que tu connais si bien. Certaines de ces particules sont rapides, d'autres plus lentes. L'anneau D est le plus proche de la planète. Ensuite, il y a les anneaux C et B. Après ça, il y a un grand espace appelé division de Cassini. Les anneaux A, F, G et E se trouvent derrière. Cette classification nous permet de cartographier les anneaux. Nous en approchons donc, mais nous n'osons pas tout de suite y atterrir. Il faut d'abord y envoyer des robots à des fins d'analyse. Nous choisissons une zone à l'intérieur de l'anneau E. En fait, la distance entre les rochers est assez grande, et notre navette peut facilement se frayer un chemin. Il y a de minuscules particules, d'énormes rochers de la taille d'une maison et des comètes de la taille d'une montagne. Un premier robot fonce jusqu'à un gros rocher, mais un caillou gros comme une balle de baseball le pulvérise. Un autre robot se fait écraser entre deux rochers. Une pluie de stalactites surprend notre troisième robot qui n'y survit pas. Dans nos vastes ateliers, nous pouvons construire d'autres robots. Nous utiliserons à présent des matériaux plus résistants. De nouvelles capsules atteignent un autre rocher. Des particules viennent s'abattre sur elles, mais sans faire de dégâts. Nous parvenons donc à établir une petite station où nous pouvons nous installer. Mais très vite, un gros morceau d'astéroïde détruit notre projet. Il semble que nous devions changer de stratégie. Nous scannons le voisinage de l'anneau E et calculons les trajectoires de ces milliards de pierres. Au milieu du chaos, nous découvrons quelques cailloux qui, selon nos calculs, devraient rester intacts suffisamment longtemps. Nous atterrissons sur ces gros rochers et commençons à nous y installer. Nous construisons des stations alimentées en électricité par de puissantes batteries. Saturne se trouve à une distance de 9,5 unités astronomiques du Soleil. Une unité correspond à la distance entre le Soleil et la Terre. Il fait donc assez froid sur Saturne. Voilà pourquoi elle est entourée de tant de glace. Comment obtenir l'énergie nécessaire pour la réchauffer? Nos grands vaisseaux n'y suffiront pas. Et des panneaux solaires seraient inefficaces. Nous sommes trop loin du Soleil. Nos scientifiques conçoivent donc un moyen de générer de l'énergie à partir de toutes ces particules. Comme avec un moulin, le vent entraîne ses ailes et le mouvement est converti en énergie. Nos ingénieurs construisent donc des panneaux afin de recueillir l'énergie des particules. Et leur vitesse ne ralentit jamais, car c'est la gravité de Saturne qui les fait tourner. Nous disposons donc d'une source d'énergie presque illimitée. Des plantes produisent de l'oxygène sur certaines stations grâce à la photosynthèse. Mais au lieu de la lumière du soleil, elles puisent leur énergie dans les ultraviolets. Ensuite, les gens remplissent de grands réservoirs qu'ils transportent jusqu'à leur domicile. Nous commençons à occuper les anneaux adjacents. Pas besoin d'utiliser beaucoup de carburant pour aller d'un endroit à un autre. Tu peux te poser sur un rocher, calculer sa trajectoire et attendre qu'il t'amène à l'endroit voulu. Ensuite, tu peux passer sur un autre rocher et ainsi de suite jusqu'à atteindre ta destination. De plus en plus de gens quittent leur vaisseau pour se rendre sur les anneaux. La vie s'améliore, mais certains souffrent de problèmes psychologiques. Ce mouvement constant dans le vide rend les gens un peu fous. Imagine-toi vivre sur un carrousel qui ne s'arrête jamais.
Tu ne peux pas te rendre au supermarché quand tu veux, il faut attendre qu'il passe. On ne peut pas sortir se promener, même en combinaison spatiale, parce que tous ces cailloux volants sont dangereux. Et on ne peut pas faire de projet, car un morceau de glace peut nous tomber sur la tête à tout moment. Et les ordinateurs ne nous aident pas beaucoup. Ils ne peuvent pas calculer la trajectoire de tous ces corps spatiaux. Les rochers ont tendance à se fragmenter en des centaines de petits morceaux. De nouvelles comètes arrivent tout le temps et s'ajoutent aux anneaux. Tout cela nourrit un sentiment d'incertitude et d'anxiété. Et puis il fait sombre, froid, et on se sent très seul dans ces anneaux. Tu voulais construire une base sur un objet spatial? Ton meilleur ami a atterri sur un autre rocher distant de quelques kilomètres. Puis un morceau de glace a percuté son rocher, augmentant sa vitesse. Quelques jours plus tard, ton ami est déjà très loin. Et ça se produit en permanence. Le seul moyen de changer de vie est de s'installer sur l'une des lunes de Saturne. La planète en compte 83. On en a déjà identifié et nommé 63 et nous suspectons l'existence de 20 lunes de plus. Chacune est un monde unique. Certaines pourraient même être habitables. La meilleure candidate est Titan. Il y a peut-être de l'eau sur ce satellite et sa pression atmosphérique n'est qu'une fois et demie supérieure à celle de la Terre. Son atmosphère se compose d'azote et d'un peu de méthane, ce qui forme un smog de carbone dans ses couches supérieures. Pour cette raison, nous ne pouvons pas étudier cette lune depuis la Terre, mais Titan orbite loin des anneaux de Saturne. Cela signifie que l'on pourrait y mener une vie tranquille. Il y a aussi le satellite Phébé, couvert de cratères comme notre Lune. Ce corps céleste géant ressemble à une météorite. Les gens ont donc l'embarras du choix quant à l'endroit où commencer leur nouvelle vie. En quelques centaines d'années passées sur nos vaisseaux près de Saturne, nous en apprendrions beaucoup sur ces satellites. Alors pourquoi avoir essayé de vivre sur les anneaux? Pourquoi ne pas avoir tout simplement atterri sur l'une des lunes? Parce que cette vidéo serait moins amusante et beaucoup plus courte. Et si nous étions nés dans les anneaux de Saturne? Disons qu'une météorite massive contenant de l'eau gelée a été happée par la gravité de la planète. Dans la glace se trouvaient des formes de vie très simples. Et cette vie a commencé à évoluer. Imaginons que le gros rocher ait réussi à rester intact pendant des centaines de millions d'années. À un moment, les humains seraient apparus. Bien sûr, ils seraient très différents. Tout d'abord, la force gravitationnelle y est moindre. Ils seraient donc plus grands, mais moins forts. Leur peau serait pâle à cause du manque de lumière, mais très résistante en raison du froid. Les particules de glace et tout le sable volant dans l'espace rendraient leur peau dure et rugueuse. Vêtus d'une telle armure organique, sans pesanteur, ils sauteraient d'un rocher à l'autre à la recherche d'eau et de nourriture. D'ailleurs, ce serait là le principal problème. Comment les gens survivraient-ils sans oxygène dans le vide de l'espace? Où trouveraient-ils de quoi manger? Les anneaux de Saturne sont un endroit plutôt dangereux. Si même une forme de vie très simple ne peut y survivre, comment l'être humain le pourrait-il? Par conséquent, même en théorie, la présence d'animaux évolués y est impossible. Pourquoi aimons-nous tant Saturne? Parce que nous trouvons ces anneaux merveilleux. Grâce à eux, cette planète se démarque dans le système solaire. Les principaux anneaux ont un diamètre de 270 000 km, mais leur épaisseur ne dépasse pas les 100 mètres. L'anneau le plus lent et le plus excentré tourne à environ 16,4 km par seconde. La planète tourne plus rapidement que ça sur elle-même. Mais sais-tu que Saturne est resté dépourvu d'anneaux pendant la majeure partie de son histoire? Nous allons découvrir les origines de leur formation. Grâce à la dernière visite de la sonde Cassini, les chercheurs ont pu estimer la masse de ces anneaux, 15 millions de milliards de tonnes. En outre, ils ont pu déterminer que les anneaux avaient entre 10 et 100 millions d'années, donc qu'ils sont bien plus jeunes que la planète elle-même. Ces anneaux ne forment une masse solide qu'en apparence. Ils sont en réalité constitués de milliards de morceaux de roche et de glace. Certains font la taille d'un grain de riz, d'autres sont aussi gros qu'une maison ou même qu'une montagne. Les morceaux de glace et de roche les plus proches de la planète filent à une vitesse d'environ 83 000 km/h et de mystérieux rayons traversent ces anneaux. Ils semblent se former et se disperser en quelques heures seulement.
Il se peut que ces rayons soient constitués de minuscules particules formant des plaques chargées d'électricité, résultat de l'impact de petits météores. Ou peut-être s'agit-il en fait de faisceaux d'électrons provenant de la foudre de Saturne. Selon une théorie, les anneaux de Saturne sont des résidus qui auraient dû former une lune en s'agrégeant, mais ne l'ont tout simplement pas fait. Selon une autre théorie, ils proviendraient de Theia, une planète de la taille de Mars qui est entrée en collision avec la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Les parties les plus légères de la croûte ont été projetées dans l'espace au moment de l'impact, tandis que le noyau, plus dense, n'a pas bougé. Mais dans le cas de Saturne, tous ces débris n'ont pas fini par former une lune. Ils ont formé ces anneaux qui rendent cette planète si reconnaissable. Selon une autre théorie, les anneaux se seraient formés à partir de la poussière et des débris d'une lune détruite lors d'une immense collision, peut-être avec un astéroïde ou une comète. Ou peut-être que les anneaux sont là parce qu'un jour, une lune s'est désagrégée en raison des forces gravitationnelles de la planète elle-même. Si ces anneaux s'étaient formés dès la naissance de Saturne, ils auraient eu plus de 4 milliards d'années pour accumuler davantage de débris et de poussière provenant de collisions de micrométéorites. Mais ils sont en fait principalement constitués de glace d'eau, pas de poussière, ce qui signifie qu'ils sont plus jeunes que nous ne le pensions. Et les caractéristiques de ce système d'anneaux nous informent également sur l'intérieur de la planète elle-même. Il semblerait que son noyau ait une consistance boueuse. Plus on se rapproche du noyau de la planète, plus l'hélium et l'hydrogène qui la composent se mêlent à la roche et à la glace. On observe un phénomène similaire dans nos océans. Plus tu descends en profondeur, plus le niveau de salinité augmente. Mais ces anneaux pourraient disparaître dans un avenir lointain. Les anneaux sont plus répandus qu'on ne le pense. Jupiter, Uranus et Neptune possèdent tous leur propre système d'anneaux, mais ils sont différents sur chaque planète. Saturne a sans aucun doute les anneaux les plus spectaculaires, c'est vrai. Les autres planètes sont principalement entourées de poussière et de particules rocheuses. Mais il n'y a pas que les planètes. D'autres types de corps spatiaux peuvent posséder des anneaux. Par exemple, l'astéroïde Chariklo. Mais il semble que ce phénomène soit propre aux géantes gazeuses de notre système solaire. En effet, les planètes rocheuses ou terrestres n'ont pas d'anneaux. Et ce serait, selon une théorie, parce que les planètes gazeuses situées dans la zone la plus reculée du système solaire protègent les planètes rocheuses situées, elles, dans la région intérieure de ce même système. D'innombrables collisions auraient formé ces anneaux autour de ces planètes. Ou alors, c'est parce que les géantes gazeuses sont beaucoup plus grosses et que leur énorme volume leur permet d'avoir un système d'anneaux qui peut rester stable. Et si la Terre avait aussi eu des anneaux dans le passé ? Peut-être à l'époque de la grande collision, au moment de la formation de notre Lune. Mais passons maintenant à quelque chose de vraiment cool au sujet de notre système solaire. Pluton, une minuscule planète naine située à la périphérie de notre système solaire, nous la considérions jadis comme une planète à part entière, possède une atmosphère assez bizarre. Personne ne s'attendait à observer une brume si élevée à 1600 km de hauteur. Cela veut dire qu'elle s'élève plus haut que ne le fait l'atmosphère de notre propre planète. Et l'atmosphère de Pluton est constituée d'environ 20 couches. Elles sont plus denses et beaucoup plus froides que ce que les scientifiques avaient prévu. Des tonnes d'azote gazeux s'échappent de Pluton à chaque heure. Mais la planète naine parvient toujours à recréer de nouvelles réserves d'azote malgré ses pertes. Selon une théorie, c'est son activité géologique qui produirait ce gaz. Notre Lune est plutôt paisible, mais on ne peut pas en dire autant d'Io, l'une des lunes de Jupiter. Celle-ci possède des centaines de volcans. C'est la Lune avec la plus grande activité volcanique de notre système solaire. Io envoie des panaches de soufre à une hauteur incroyable de 300 km, bien au-delà de son atmosphère. Ces volcans émettent de nombreuses particules et divers gaz dans l'espace, juste à côté de Jupiter, et ce, à chaque seconde. Ces activités éruptives sont dues aux puissantes forces gravitationnelles ainsi qu'à l'immense champ magnétique de Jupiter. Les entrailles d'Io se compriment et se dilatent en permanence, selon la distance de Jupiter. Et c'est cette constante activité qui la rend si éruptive. Et puisqu'on parle de volcans, savais-tu que Mars en possède un qui est plus grand que l'État d'Hawaï tout entier ? Au premier abord, on penserait qu'il s'agit d'une planète tout ce qu'il y a de plus paisible. Mais autrefois, il y avait d'énormes volcans sur toute sa surface. Et parmi eux, il y avait le célèbre Olympus Mons, le plus grand volcan jamais découvert dans notre système solaire. Il mesure 602 km de diamètre, ce qui est à peu près la taille de l'Arizona.
Olympus Mons fait 25 km de haut, soit 3 fois la hauteur de notre plus haute montagne, le mont Everest. Et par son volume, ce volcan est 100 fois plus grand que le plus grand volcan de la Terre. Si Mars possède de si grands volcans, c'est parce que sa gravité est beaucoup plus faible que celle de notre planète. En outre, la croûte terrestre bouge constamment, contrairement à la croûte martienne. Sais-tu comment les îles hawaïennes se sont formées ? Une zone extrêmement chaude dans le manteau a créé une chaîne de volcans dans la croûte située juste au-dessus d'elle. Un volcan martien peut prendre de telles proportions car sa surface ne bouge pas. Un volcan peut donc y grandir en toute tranquillité et pendant très longtemps. Miranda est l'une des lunes les plus étranges de notre système solaire. C'est une lune pleine d'ombre qui orbite autour d'Uranus et qui possède de nombreux cratères, de hautes crêtes et autres perturbations à sa surface. Habituellement, ce type de relief indique qu'une certaine zone a connu une grande activité volcanique, mais ce n'est pas le cas de Miranda. De plus, cette lune est bien trop petite pour qu'il y ait une quelconque activité tectonique, un autre phénomène à l'origine de ce type de relief. Selon une théorie, c'est la force gravitationnelle d'Uranus qui aurait pu causer toutes ces bosses à la surface de Miranda. Il nous faudra envoyer une autre sonde afin de découvrir ce qui s'est réellement passé là-bas. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. 97% des atomes qui nous constituent possèdent la même origine que la matière dont se compose notre galaxie. On parle d'éléments constitutifs pour désigner les composants essentiels à la vie sur Terre. Les étoiles possèdent elles aussi ces éléments, mais dans des proportions différentes. Par exemple, notre masse contient 65% d'oxygène, alors que les éléments que nous mesurons dans l'espace, comme les spectres des étoiles, contiennent moins d'1% d'oxygène. Mercure est déjà la plus petite planète de notre système solaire, j'exclus ici certains autres corps, par exemple la planète naine Pluton, et il semble qu'elle ne cesse de rétrécir. C'est la deuxième planète la plus dense après la Terre, mais elle se densifie encore à mesure que le temps passe. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que la Terre était la seule planète de notre système solaire à avoir des activités tectoniques. Mais maintenant, nous savons que Mercure est elle aussi active sur ce plan. Tu es en train de te détendre dans ta chambre en écoutant de la bonne musique quand soudain le réseau tombe en panne. Tu essaies de redémarrer ton téléphone mais il n'y a toujours pas de connexion. Ta sœur débarque dans ta chambre en panique. Elle hurle quelque chose à propos d'anneaux. Des anneaux de quoi ? Des anneaux de mariage ? Des anneaux dans la baignoire ? Ça n'a aucun sens. Alors elle te traîne hors de la maison et te montre le ciel. Tu lèves les yeux et tu vois des traînées d'objets se former à des kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Sa connexion semble fonctionner. Tous les deux, vous vérifiez en ligne ce qui se passe. Et partout, c'est la même histoire qui fait la une des journaux. Des anneaux apparaissent tout à coup dans notre ciel. Hashtag anneau terrestre est en train de battre le record de hashtag et les vidéos deviennent super virales. Ta sœur ne peut s'empêcher de rejoindre la foule et prend un tas de selfies avec le ciel. Tu te précipites vers la télé de ton salon pour regarder les nouvelles. Des scientifiques mettent en garde contre une catastrophe à venir et expliquent que tout le monde doit rester à l'intérieur. Même si c'est une journée sans nuages en plein été, le temps semble devenir de plus en plus froid. Soudain, le signal est interrompu. Les autres chaînes ne montrent rien non plus. Tu vois alors tes voisins plier bagages et partir. D'autres font de même. Tu hésites un peu, mais tu décides finalement de faire comme eux. Ta sœur est toujours dehors en train de prendre des selfies lorsque tu lui dis de venir avec toi pour aller chercher des réponses. Vous montez tous les deux dans votre voiture et vous vous dirigez vers la ville. Les anneaux au-dessus semblent augmenter en masse à chaque seconde. Ta sœur et toi avez de plus en plus froid. Vous vous dirigez vers l'université pour voir si quelqu'un sait quelque chose, mais il n'y a personne. Une seule voiture est garée dans le parking et c'est une bonne chose que vous reconnaissiez cette voiture. Ta sœur et toi vous précipitez à l'intérieur et trouvez le professeur d'astronomie en train de faire quelques calculs rapides pour essayer de comprendre pourquoi tout cela arrive. Il vous invite à vous asseoir et commence à vous expliquer. Personne ne sait de quoi il s'agit, mais ça limite l'exposition du soleil sur la Terre, ce qui explique pourquoi il fait de plus en plus froid. Pourquoi les anneaux deviennent plus épais demeure aussi un mystère. Sur Saturne, les anneaux sont constitués de particules de glace et de roches. Ils peuvent être aussi petits qu'une fourmi ou de la taille d'un bus. Les roches pourraient être des débris de météorites ou même des restes de planètes naines. Mais comme la Terre est si proche du Soleil, la glace ne serait pas quelque chose que l'on trouverait en train de flotter au-dessus de nous. Avec toutes ces roches empilées, elle empêche la Terre d'accéder au Soleil qui nous réchauffe et nous éclaire.
Le professeur poursuit en expliquant que la Terre entrera dans une nouvelle ère glaciaire et que les niveaux d'oxygène s'épuiseront d'ici 1 an, si ces nouveaux anneaux ne disparaissent pas rapidement. Cela explique aussi pourquoi il n'y a pas de connexion. Les roches qui forment les anneaux frappent et détruisent les satellites. Soudain, tu entends un gros bruit de sonnerie à l'extérieur. Vous vous dirigez tous les trois vers l'extérieur et voyez un hélicoptère qui lance une alarme avec une lumière rouge clignotante. Tout le monde chez soi tout de suite, ce n'est pas un exercice. Tout le monde, rentrez chez vous. Tu montes dans ta voiture avec ta sœur, mais les routes sont encombrées. Tu dois y aller à pied, ce qui te prendra environ 2 heures. Il n'y a aucun moyen de rester à l'extérieur. Tu t'aventures à l'extérieur en voyant tout le monde bloqué sur la route. Ils se disputent tous entre eux et provoquent le chaos. Tu essaies de ne pas rester au milieu de tout ça et tu te faufiles jusqu'à l'autoroute. Comme les anneaux deviennent plus épais, il y a moins de lumière solaire qui passe à travers. L'info sur la période glaciaire reste dans ta tête et te fait froid dans le dos. Tu prends une profonde inspiration et tu vois une fine brume sortir de ta bouche. Le ciel s'assombrit et tu n'es pas encore rentré chez toi. Ta sœur est fatiguée et a besoin de se reposer, mais tu l'incites à aller de l'avant. Vous trouvez un magasin de vêtements abandonné et vous y entrez. Les employés du magasin donnent de grosses vestes à tout le monde. Vous en prenez 2 et les enfilez. Plus qu'1 heure pour rentrer à la maison, mais le ciel est complètement noir. Il n'y a aucun moyen pour toi et ta sœur de sortir dans de telles conditions. Vous décidez donc de camper dans le magasin de vêtements. Ils allument un petit feu de camp au milieu du magasin et improvisent des sacs de couchage avec le reste des vêtements abandonnés. Heureusement, il y a assez de nourriture pour alimenter tout le monde, y compris toi et ta sœur. C'est le beau milieu de la nuit. Le feu s'éteint et tu ne vois plus rien à l'extérieur de la boutique. Tu te diriges vers la fenêtre et tu l'ouvres. Un énorme tas de neige se déverse à l'intérieur et réveille tout le monde. Nous sommes au milieu du mois d'août et une tempête de neige s'est formée pendant la nuit. Tout le monde est gelé et recommence le feu. Il n'y a pas de radio ni aucun moyen de savoir ce qui se passe. Le vent se lève et commence à secouer le magasin. Des objets commencent à tomber des étagères, mais tu restes avec tous les autres, confortablement installés près du feu. Le lendemain, vous regardez dehors et voyez toute la région recouverte de neige. Vous vivez dans un endroit ensoleillé où il pleut à peine, et les anneaux dans l'atmosphère extérieure sont encore plus grands que la veille. Sorti de nulle part, un camion rempli de personnes s'arrête et le conducteur vous dit qu'il y a un abri pour tous à quelques kilomètres de là. Le camion a des chaînes partout sur les pneus et est équipé pour les pires conditions de neige. Même si c'est le matin, le ciel est assez sombre. Vous montez avec tous les autres. Des voitures abandonnées, certaines avec les portes ouvertes, sont éparpillées un peu partout. Le camion les contourne ou défonce celles qui sont sur son passage. Il s'arrête à côté d'une ambulance et prend tout le matériel pour aider ceux qui en ont besoin. Tu passes dans ton quartier et tu vois ta maison entièrement recouverte de neige. Le grand arbre dans ton jardin est tombé sous le poids de la neige et a cassé le toit, ce qui a permis à la neige d'entrer. Le camion passe à toute vitesse et arrive à l'abri, qui, à ta grande surprise, est le centre commercial. En sortant, vous voyez que de nombreux habitants de la ville sont emmenés dans divers magasins qui se sont transformés en dortoirs et en unités de soins. Tu te retrouves dans un magasin de sport avec un groupe d'autres personnes. Ta sœur a également pu s'installer avec toi, et à ta grande chance, tu vois le professeur qui aide des gens. Mais peu après, une forte explosion retentit dans le centre commercial et casse les vitres. Tout le monde se met à l'abri. Tu vois des gens courir dehors. En sortant, tu vois un grand objet métallique devant l'entrée du centre commercial. Il y a des gens qui se rassemblent dans toute la zone et il est difficile de voir ce qui se passe. Mais après avoir regardé de plus près, tu découvres que c'est un satellite qui est tombé de l'orbite. Il s'est écrasé sur le sol et a fait ce boom. On rapporte également que d'autres satellites se sont écrasés sur Terre un peu partout. Cela signifie que toute communication a été effacée de la carte. Tu cours à l'intérieur du centre commercial pour attendre ce qui va se passer. Tu regardes ta sœur avec crainte, ne sachant pas que la nouvelle ère glaciaire vient de commencer. Un an plus tard, tu te détends dans ton bunker quand ta sœur débarque en panique. Les anneaux sont toujours là, mais c'est autre chose maintenant. Tu cours dehors et tu vois tout le monde se rassembler et regarder le ciel. En 1 an, les températures ont chuté au point de geler la totalité de la surface de la Terre.
Les déserts et les jungles tropicales se sont transformés en terre glacée. Plus de la moitié de la faune s'est éteinte et les arbres sont devenus aussi rares qu'un trèfle à 4 feuilles. Ce qui signifie que les niveaux d'oxygène ont considérablement baissé. La plupart de la population, ou ce qu'il en reste, vit avec des bouteilles d'oxygène. Les scientifiques essaient toujours de résoudre le cas des anneaux. C'est exactement ce que le professeur avait prédit. Mais dans le ciel, des pierres semblent tomber et s'écraser partout. Cela commence au loin, mais ensuite, les rochers commencent à tomber tout près. Tu cours avec tous les autres vers le centre commercial, qui a été recouvert d'une couche de métal pour garder la chaleur à l'intérieur. Ça devrait être plutôt sûr là-dedans. Si les pierres tombent, cela signifie que les anneaux se dissipent. Soudain, tu es plein d'espoir. On dirait que l'ère glaciaire va bientôt être terminée.